Quel plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Bienvenue dans 01 Hebdo, votre rendez-vous dédié à la tech hebdomadaire. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour François Sorel, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Est-ce que tu es prêt à informer la France avec toute cette actu tech ? Oui, et c'est pas l'actu qui manque les amis, regardez donc le sommaire. Tout d'abord, nous allons revenir sur les annonces de la WWDC 2022, les annonces Apple. Un déluge d'annonces, je crois même qu'on ne pourra pas parler de tout, mais c'est très intéressant. Bien sûr. Et puis tiens, des nouveautés du côté de chez Sonos, Jérôme, avec une nouvelle barre de son très abordable. Et puis, on découvrira le Sonos Voice Control, cet assistant qui protège votre vie privée. La réalité virtuelle au service de la formation d'urgence pour apprendre les premiers secours. C'est une start-up française qui propose ça. Son représentant sera notre invité. Et bien voilà, vous savez tout, c'est le sommaire de 01 Hebdo. Merci de nous suivre comme chaque jeudi et bienvenue. Nous y sommes. Jérôme Colombin. Alors Jérôme, l'actualité de cette semaine, elle est plutôt chargée. Entre la WWDC que nous avons vécue en direct. C'était ici même lundi soir. Bien sûr. Peut-être là. Avec Gonzague d'Ambricourt aussi, qui était avec nous pour analyser tout cela, Jérôme. D'ailleurs, ton débrief de ce WWDC était brillant, mais bien sûr, ça c'est forcé. C'est un peu fatigué, il était tard et tout. Et vous pouvez le retrouver donc sur évidemment notre chaîne YouTube. On va revenir là-dessus et puis on va parler aussi d'un séisme du côté des chargeurs pour Apple. Ça va bouger, mais ça sera dans un instant. Pour commencer donc, ce débrief de la WWDC, c'était lundi soir, keynote d'ouverture de cette conférence des développeurs. Jérôme, pas mal de choses bien sûr à se mettre sous la dent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir la stratégie d'Apple vraiment désormais multi-écran et hyper riche en fonctionnalités. À la fois des nouveautés sur l'iPhone avec iOS 16, des nouveautés sur les Mac avec macOS 13, des nouveautés sur l'iPad avec iPadOS 16 et même sur l'Apple Watch avec comment elle s'appelle déjà WatchOS 9. Voilà. Donc ce sont toutes les nouvelles versions d'OS sur tous les types de devices Apple. Et puis, un nouvel appareil, enfin un nouveau produit hardware, c'est le MacBook Air, donc M2, qui a été présenté. M2, vous le savez, c'est en fait le nom du nouveau processeur d'Apple, puisque Apple fait maintenant ses processeurs maison. Avant, ils achetaient du surgelé, maintenant ils font leur tambouille eux-mêmes, dans leur marmite, et ils font des processeurs d'excellente qualité. Et donc, la puce M2 arrive dans le MacBook Air, avec des tarifs qui augmentent aussi, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Pour commencer donc sur iOS, quelles sont les nouveautés intéressantes qui vont arriver sur iOS 16, donc avec les nouveaux iPhones? Voilà, avec les nouveaux iPhones. Donc, si vous avez un iPhone actuellement, il y aura une mise à jour dans plusieurs mois, et puis ce sera d'office, très certainement, avec l'iPhone 14, qui s'appellera probablement 14 à la rentrée prochaine. La principale nouveauté, François, ce sera sur l'iPhone quand on s'en sert pas. Ah, ça c'est pratique. Voilà, pour faire court, c'est-à-dire sur l'écran verrouillé de l'iPhone, car on va désormais voir cet écran verrouillé qui va s'animer et que l'on pourra personnaliser. Vous pourrez ajouter des petits widgets, vous pourrez changer la police d'affichage, la police... Mais que fait la police ? Que fait la police ? On se pose la question. Voilà, la police pourra être changée sur l'iPhone, la police de l'heure. Ça fait bizarre, je trouve, de dire la police de l'heure. Oui. C'est un peu curieux, ça fait, ça fait le maître du temps, enfin bref. Donc voilà, ça c'est quand même la principale nouveauté. Ça, c'est des choses qu'on trouve déjà sur Android, me semble-t-il. Oui, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire en fait. C'est révolutionnaire chez Apple, mais pas dans l'écosystème des smartphones. Chez la concurrence, évidemment, ça existe déjà. Voilà. Mais Apple a beaucoup communiqué là-dessus pour eux. On a l'impression que c'est très important. En tout cas, ça va se voir. C'est vraiment ce qui va se voir. Et c'est ça qui est amusant, c'est qu'avant, quelque part, tout le monde avait le même iPhone ou presque. On peut changer le fond d'écran, mais ça s'arrêtait à ça. Et maintenant, on va pouvoir vraiment le customiser. Quoi d'autre ? Alors, il y a plein d'autres choses. Il y a Maps qui s'améliore. Il y a iMessage qui devient un peu plus sympa. Mais je vous invite à regarder le débrief détaillé, effectivement, dont on parlait tout à l'heure. Il y a un truc sympa sur iMessage qui va arriver, c'est qu'on va pouvoir effacer des messages. Oui, après les avoir envoyés. Et même les modifier. C'est vraiment pas mal. C'est dingue, c'est assez impressionnant. Et puis, on parle de quoi ? Du Mac ?
peut-être. Alors le Mac, pareil. Le Mac. Donc pas les Mac, mais macOS 13, qui va s'appeler Ventura. Nouvelle version du système d'exploitation de Mac, avec, là encore, la principale nouveauté, elle est ergonomique. C'est un truc qui s'appelle Stage Manager, qui va vous permettre de réorganiser vos applications un peu. C'est-à-dire que vous aurez votre fenêtre principale et puis les autres applications qui apparaîtront sur la gauche en format plus réduit, un peu plus widget, et pour pouvoir passer facilement de l'un à l'autre, etc. Après, il y a plein d'autres choses. Mail, il y a un truc rigolo. Safari, etc. Si vous avez un univers iPhone, en fait, on va pouvoir connecter son iPhone en fait à son Mac et se servir de la caméra en fait de l'iPhone qui est autrement meilleure que celle de la plupart des Mac pour faire de la visio. C'est assez rigolo ça. Tout à fait, avec un petit accessoire qui sera vendu en cours d'année. Ils ont tout prévu. Alors, c'est assez curieux, hein. On était un peu perplexe quand on a suivi ça lors de la keynote. Ça fait presque un peu bricolage. Quelle sera l'utilité? Je crois qu'il y aura quand même un truc qui est pas mal, c'est qu'ils vont utiliser la fonction grand angle de l'iPhone pour filmer à la fois, par exemple, la personne qui est en face et puis également des objets que tu peux avoir sur ton bureau, etc. Voilà. Bon, en gros, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de petites innovations qui intéresseront à chaque fois des niches, voilà, certaines catégories de personnes ou de professionnels, etc. Certaines améliorations comme l'écran, ça en revanche ça touchera tout le monde. Maintenant, est-ce que tout le monde ira profiter de toutes ces améliorations en fouillant dans les réglages de l'iPhone ou du Mac? Parce que n'oublions pas, ce qui a fait le succès de l'iPhone, c'était sa simplicité d'utilisation et son ergonomie. En rajoutant à chaque fois de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles options, tu complexifies en fait le paradoxe. Les paramètres. Et c'est vrai qu'il faut que Apple fasse attention quand même. Alors effectivement, il y a une nécessité d'évoluer, ce qui est tout à fait normal, mais c'est vrai que petit à petit, voilà, ça complexifie les usages. Juste une chose, il y a quelque chose de très intéressant concernant Apple Pay, Jérôme, aussi, qui a été annoncé. Le fait de pouvoir diviser par 4 et de payer en 4 fois sans frais, en fait, à partir du moment où vous achetez via Apple Pay. Alors, pour l'instant, ça ne marchera que aux États-Unis, mais avouez quand même que c'est dingue. Vous achetez n'importe quoi avec Apple Pay, et bien, avant de valider l'opération, vous pourrez cliquer sur payer en 4 fois et vous appuyez, et puis voilà, ça sera débité. Donc, sur 4 mois, c'est plutôt intéressant, et c'est une vraie révolution qui va faire du mal, en fait, à tous les organismes qui proposent ce type de choses. C'est pour ça que cette annonce a fait beaucoup réagir, notamment dans les sphères un peu financières, parce que c'est un pas de plus d'Apple dans le monde de la finance. On sait qu'ils ont déjà une carte bancaire aux États-Unis. Là, c'est quasiment du crédit. Ça veut dire que demain, il y aura peut-être vraiment du crédit, du vrai crédit. Et ensuite, quoi? De l'assurance, etc. Parce que là, c'est du vrai crédit, mais alors, ce qu'il y a de fort, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire que vous payez en 4 fois, mais vous n'avez aucun frais. Mais comme en France, hein, sur plein de sites web, bien on sûr, peut payer en 4 fois gratuitement. Hein. Donc voilà, et puis il y a aussi un autre système pour pouvoir échanger de l'argent facilement entre deux possesseurs d'iPhone. Là encore, ça risque de bouleverser un petit peu les applis qui nous permettaient le partage d'argent. Là, comme ça, vous allez pouvoir vous passer de l'argent facilement. Exactement. Donc toutes ces innovations sont montrées aux développeurs. D'ailleurs, ça continue, hein, la WWDC. Le but du jeu, c'est que les développeurs s'emparent de tout ça et nous fabriquent et nous créent des applications hyper performante à partir de toutes ces fonctions-là. Alors évidemment, on attendait la WWDC de la réalité virtuelle. Eh bien, il n'y a pas eu. On n'a rien eu du tout. Hein, mais alors franchement, rien du tout. Est-ce qu'Apple en garde sous le coude pour un prochain événement surprise? Ça peut être le cas, hein, bien sûr. En revanche... Après, il pouvait difficilement glisser comme ça la réalité virtuelle. Je pense qu'il faut que ce soit un événement vraiment à part, où Apple racontera une autre histoire tout à fait nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est l'intégration aussi de tout l'univers Apple dans l'automobile. Alors ça, c'est très intéressant. Avec CarPlay, bien sûr, qui existe déjà. Hein. Peut-être l'utilisez-vous au quotidien si vous avez un iPhone et une voiture compatible CarPlay. C'est très pratique, hein, le fait de déporter son écran d'iPhone sur l'écran principal de votre voiture. Eh bien, Apple est en train déjà de préparer l'avenir avec un système beaucoup plus immersif, avec beaucoup plus d'informations. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous pourrez avoir des informations issues de la voiture qui arriveront dans votre iPhone. Par exemple, la pression des pneus des véhicules, la vitesse à laquelle vous roulez, la température intérieure de la voiture. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que les voitures vont remonter de l'information sur votre téléphone. En fait, c'est un OS pour le tableau de bord de la voiture. Ça veut dire qu'il faudra que la voiture ait été bien sûr conçue pour ça et choisi d'adopter cette plateforme. Évidemment. Comme certains constructeurs sont en train de le faire actuellement avec la plateforme de Google qui s'appelle Android Automotive.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus seulement dans le domaine du divertissement, de la communication, on passe vraiment sur le fonctionnement même de la voiture. Voilà, si vous voulez en savoir plus, le résumé que Jérôme et Gonzague vous ont fait vous attend sur la chaîne YouTube. Un mot aussi sur l'autre actualité qui est intimement liée aussi à Apple, parce que c'est Apple qui est pointé du doigt dans cette histoire-là. C'est l'Union européenne qui dit « ça y est, stop, Lightning, c'est terminé, à partir de 2024, eh bien, vous devrez avoir sur votre iPhone un port USB-C, Jérôme. C'est une petite révolution. Hein. Alors c'est une révolution, mais c'est quand même une révolution lente qu'on a vu arriver, parce qu'on le savait, ça avait été déjà mis sur le tapis, simplement là, ça y est, ils se sont mis d'accord, donc le truc est officiel, la date a été fixée, et ça pose plein de questions, parce que pourquoi on fait ça? C'est pour des raisons environnementales et pour des raisons de standardisation. De standardisation. Mais il y a vraiment du pour et du contre, et notamment, alors il y a Apple qui fait de la résistance, puisque pour l'instant l'iPhone est toujours en Lightning. Cela dit, ils ont jusqu'à 2024. Oui. Donc même le prochain iPhone, ils ne sont pas forcés de le sortir en USB-C. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après, en fait? Est-ce qu'ils vont suivre les obligations de l'Union européenne ou trouver un autre système? Mais on voit que les taux se resserrent concernant Apple, en tout cas en Europe. On verra bien, et puis peut-être que c'était déjà dans la roadmap d'Apple d'abandonner le Lightning. À chaque itération d'iPhone, il y a cette rumeur qui court en disant voilà, on va passer à l'USB-C. Il faut savoir que d'ailleurs, beaucoup de produits sont déjà en USB-C chez Apple. Les MacBooks. Les iPads haut de gamme. Et puis les iPads haut de gamme. Voilà, donc peut-être demain les iPhones. Voilà. Jérôme, on accueille tout de suite notre premier invité et on va s'intéresser aux nouveautés Sonos, puisque Sonos a annoncé pas mal de news ces derniers jours. On fait le point. Avec Joseph Duro qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Bonjour Joseph, vous êtes VP Voice Experience chez Sonos. On est ravis de vous accueillir. Merci de m'accueillir. Parce que Sonos est une marque innovante qu'on évoque souvent dans les différentes émissions de notre chaîne. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, on a un porte-parole francophone et français de Sonos. Ça, c'est cool. Alors, VP Voice Experience, ça veut dire que vous êtes vice-président et vous vous occupez de tout ce qui est voix, reconnaissance vocale. Exactement. Qui a pris de l'ampleur chez Sonos depuis le rachat d'une start-up. Exactement. À laquelle vous participez. Donc j'ai rejoint Sonos à la fin 2019 dans le cadre d'une acquisition de la start-up qui s'appelait Snips, qui était basée à Paris. Oui. L'équipe est toujours basée à Paris, donc maintenant il y a une soixantaine de développeurs, experts en machine learning, linguistes, etc. qui développent cette interface vocale. Donc en fait, le QG de la voix chez Sonos, c'est en France. Ouais. C'est cool. Ça prouve déjà qu'on a un certain savoir-faire ici. Sur ce sujet. Ouais. Mais c'est génial parce que c'est un feuilleton qu'on a suivi. Nous, on avait reçu les gens de Snips quand ils n'étaient que Snips. On avait parlé de l'acquisition par Sonos et on est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour parler de la suite de l'histoire. Ouais. Mais bien sûr, c'est une belle histoire qui ne fait que commencer, mon cher Joseph. Avant peut-être de rentrer dans la stratégie de la voix chez Sonos, parce que c'est un sujet forcément intéressant, un mot sur une nouveauté hardware qui est sortie il n'y a pas longtemps. Un nouveau produit. Une nouvelle barre de son Sonos abordable qui s'appelle la Sonos Ray. Ouais. Donc Sonos Ray, c'est la troisième barre de son. Donc c'est une nouvelle. On a déjà Beam et Arc. Beam, c'est la petite et Arc, c'est la très chère. Exactement, la très grande. J'ai pas dit cher. Et donc là, c'est la première, c'est l'entrée de gamme. Donc c'est vraiment Sonos qui va se positionner sur un nouveau marché. Et l'idée, c'est déjà, elle part du constat que 9 télés sur 10, le son ne sort que de la télé. Donc il n'y a pas de barre de son, il n'y a rien qui améliore. Donc, et le son qui sort de la télé, c'est pas terrible. C'est ça. Alors que les écrans deviennent de meilleur en meilleur, donc 4K, machin, tout ça. Mais le son, il reste souvent pas terrible. Donc là, c'est une façon de rentrer dans le système Sonos, d'avoir un son de bonne qualité pour 299 €. Alors qu'est-ce qu'on a pour 299 €, Joseph? On a la barre de son, mais on a aussi et surtout tout l'écosystème Sonos. Exactement. Donc on a l'expérience Sonos. Donc l'expérience Sonos, c'est déjà une simplicité d'installation. Donc ok, on achète, on broche, ça marche. Il y a donc l'expérience qui va être augmentée par rapport à la télé. Donc ça permet d'augmenter les dialogues, d'avoir un mode nuit. Donc vraiment une expérience de consommation de la vidéo qui est meilleure. Ouais. Et c'est aussi de la musique. Donc la barre de son va pouvoir jouer de la musique, peut être contrôlée depuis n'importe quelle application, donc votre application préférée, ou l'application Sonos, qui permet d'accéder à plus d'une centaine de services musicaux. Et voilà. Et donc ça, c'est le début de l'expérience Sonos et la voix. Et puis alors, ce qu'il y a de bien, c'est que cet appareil-là, évidemment, est compatible avec tout l'univers Sonos,
toutes les enceintes Sonos, on peut se créer petit à petit en fait son univers Sonos avec différentes enceintes, rajouter des enceintes arrière pour avoir du home cinéma, etc. Mais déjà, pour le film, cette petite enceinte, c'est cool. Ça change d'expérience. En fait. Déjà, ça change tout. Et effectivement, après, c'est incrémental. Si on en a une et on se rend compte qu'avec une autre, ça serait encore meilleur et l'expérience se bonifie. Et le cœur de l'expérience de Sonos, c'est le multi-room. Donc, c'est vraiment l'idée de remplir sa maison avec de la musique. Et donc, du coup, de jouer du son, du contenu un peu partout chez soi. Le cœur de votre activité, l'origine de l'histoire, c'était du multi-room sans fil. Hein. Exactement. Tout à fait. Donc, la Sonos Ray, 299 €, vous l'avez dit, qui vient compléter la gamme avec la BIM qui coûte, j'ai trouvé les prix, 500 € environ, et la Arc, 1000 €. Quand même, voilà, elle est plus chère. C'est pas la même catégorie, mais elle est super là. Aussi, hein. Vachement bien, je l'ai essayé. Alors ça, c'est pour on va dire les nouveautés hardware. Ce qui est intéressant aussi, c'est la stratégie très forte de Sonos dans la voix. Ouais. Alors là, c'est votre job. Quelle est la stratégie de Sonos justement sur ce sujet? Alors l'idée, déjà, ça a été de se positionner très vite. Donc en 2017, il y a eu les premières enceintes Sonos avec des micros. Donc à l'époque, c'était avec Alexa. Depuis, il y a Google Assistant qui s'est greffé. Et Sonos a identifié la voix comme étant vraiment le moyen le plus simple et le plus direct de contrôler son système. Donc l'application, c'est bien, le téléphone, c'est bien. Mais voilà, il y a quand même de la friction qui est attachée à ça. Et donc la voix, c'est un médium et une interface qui est hyper intéressante là-dedans. Et Sonos, c'est vraiment offrir le plus possible de choix à ses utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'avec Alexa, c'est greffé Google. Et là, l'idée, c'était de partir du constat que ces solutions-là, elles étaient bien, mais qu'il y avait encore une place pour une solution complémentaire. Et donc c'est ça qu'on vient propriétaire aussi. Propriétaire, du coup, maintenant, vous avez le contrôle. Ouais. Vous avez, depuis le rachat de Snips, votre assistant vocal. Exactement. Donc là, la semaine dernière, pour le marché américain, on vient de sortir Sonos Voice Control, qui est l'expérience vocale par Sonos pour Sonos. Elle est spécialisée sur la musique, donc vraiment jouer du contenu, contrôler son système Sonos. C'est vraiment musique. Sonos, quelle particularité? Parce que Alexa et Google font ça très bien. Ouais. Donc là, l'expérience, elle est vraiment différente à plusieurs titres. D'une part, le fait qu'on fasse que de la musique, souvent le fait de se concentrer, c'est quand même en général une bonne recette pour faire les choses bien. Le fait que ça soit une expérience native, c'est une intégration qui est meilleure. Donc typiquement pour des choses comme bouger la musique chez soi, ce qui est quand même très pratique et pour lequel souvent on a à faire usage de l'application Sonos, ça c'est quelque chose avec lequel maintenant on va pouvoir donc on le lui faire dit, mets la musique dans telle pièce. Exactement. Donc ça c'est le genre de choses. Et ce qui est vraiment... c'est plus rapide aussi. C'est plus rapide. Parce que c'est vrai qu'avec Alexa et Google, parfois c'est un peu long. C'est ça. Une latence. Ouais. Et ça vient de quelque chose qui est très particulier et très fondamental, qui résulte de la technologie qu'on avait commencé à développer à l'époque avec Snips, c'est le traitement de la voix en embarqué. Donc ça, c'est vraiment unique à Sonos Voice Control, c'est le fait qu'il n'y a strictement aucun compromis à la vie privée quand vous activez Sonos Voice Control. Voilà. Et ça, c'était vraiment... Expliquez-nous ça. C'était déjà C'était le cœur de métier C'était le cœur de métier de Snips. Faire un assistant vocal décorrélé du cloud et respectueux de la vie privée, c'était la baseline, on va dire, le slogan. Ouais. Comment ça marche? Comment Donc on avait la base de la technologie à l'époque, on a continué à les développer. Parce que typiquement, parler de loin à une enceinte qui fait beaucoup de musique, dans une acoustique qu'on ne maîtrise pas, on n'avait pas encore répondu à tous ces problèmes-là. Donc répondre à ces difficultés-là et l'intégration dans le système Sonos, ça nous a pris les 2 ans et demi qui sont passés. Et donc là, on sort. Donc là, l'idée, c'est que tout le traitement de la voix se fait dans l'enceinte à laquelle vous parlez. Donc la promesse en termes de vie privée, elle est très simple, très directe. Il n'y a aucune voix, aucun audio ou même aucune retranscription de ce que vous dites qui va aller dans le cloud. Tout est traité, interprété dans l'objet auquel vous parlez. D'accord ? Donc si vous voulez stopper la musique, ça va réagir directement au local. Si vous voulez jouer les Beatles, il y aura juste un aller-retour chez Apple Music par exemple. Mais malgré tout, donc, ce système interne nécessite plus de puissance, non ? Quelles sont les enceintes qui sont compatibles avec ce service ? Alors ça, c'est quelque chose... Donc effectivement, vous avez bien identifié la difficulté. Si on fait tout le traitement local, on n'a que la mémoire et la puissance de calcul qui est disponible en local. Donc on aurait pu avoir à réserver cette expérience-là pour que les derniers produits ou que les produits futurs. Et là, on est hyper fiers de sortir Sonos Voice Control sur toute la gamme de produits. Y compris les premières enceintes qu'on a vendues en 2017. 2017, il y a 5 ans. 5 ans en temps technologique, c'est... D'accord. Il y aura une mise à jour et on pourra utiliser Sonos Voice. Et il y aura, donc on peut parler au passé pour les États-Unis, donc c'est sorti la semaine dernière, mercredi dernier. D'accord.
Donc depuis une semaine, les utilisateurs américains ont eu une mise à jour gratuite et ils peuvent activer et ils s'en donnent à cœur joie. Et alors les Américains, c'est cool. Ah ben voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Ah ben bien sûr. D'ici la fin de l'année en France. Ouais, c'était important pour nous. L'équipe, comme je l'ai dit, est majoritairement en France, majoritairement francophone. Donc pour nous, c'était important d'utiliser. Pourquoi est-ce que vous avez servi les États-Unis d'abord alors? Parce que c'est un plus gros marché, sans doute. On peut se demander. Mais la France arrive. C'est pas facile. Vu la prédominance notamment des termes anglophones dans le français. Donc en fait, c'est jamais une langue, c'est une langue et d'autres en même temps. Donc c'est pas évident. Mais donc ça arrive. Et alors comment on appelle l'enceinte en fait? Et on dit quoi? Alors pour réveiller l'enceinte, le mot de sortie de veille, comme on dit en bon français, ou le wake word, c'est Hey Sonos. Hey Sonos. Hey Sonos. Voilà. D'accord. Donc c'est pas compliqué. Et si on se souvient pas, c'est marqué sur l'enceinte. C'est très clair. Parfait. Et bien voilà. Ah, c'est fini? Je sais pas, tu voulais encore une petite... Oui, bon, on peut poser encore encore une question. Mais une seule. Parce qu'après, on a encore un autre invité. La reconnaissance sans passer par le cloud, il y a des smartphones qui le font aujourd'hui de plus en plus, et on va vers ça. Est-ce que vous risquez pas de perdre votre avantage concurrentiel au bout d'un moment? Un téléphone, ça restera un téléphone, et une enceinte, ça restera une enceinte. Donc c'est vraiment une façon d'interagir qui est très différente. On peut quand même se dire que le problème sur un téléphone, il n'est pas le même, pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a beaucoup plus de mémoire et de puissance de calcul, et maintenant, en plus, il y a des puces dédiées pour, et les gens renouvellent leur téléphone de manière très fréquente. Donc c'est pas le même problème. Et aussi, son téléphone, on y parle à quelques dizaines de centimètres maximum. Et ça, entre ça et parler à une enceinte à plusieurs mètres, d'un point de vue technologique, il y a un bond, il y a un gap. Et sur des enceintes, finalement, si vous y réfléchissez, les boîtes qui ont réussi à faire ça, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y a que les très très gros, et maintenant Sonos qui arrive sur ce marché. Merci Joseph. Merci à vous. Beaucoup. Joseph Duro, donc VP Voice Experience chez Sonos. Merci. Il est temps de retrouver notre rendez-vous Tech Care pour terminer ce 01 Hebdo. Et on va parler réalité virtuelle au service de, comment on peut appeler ça, la sécurité, les premiers secours avec notre invité. Au service de la santé, de l'urgence. De la santé et de l'urgence. Il trouve toujours les mots justes. Emmanuel Bourset, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général donc, de ce service d'un seul geste, où vous mêlez donc VR et conseil, en tout cas pédagogie, parce que c'est un peu votre dada. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ? Mais avec plaisir. On a un vrai problème en France sur ce sujet de savoir réagir en cas d'urgence. On est très peu à être formé aux gestes de premier secours. Là, tout à l'heure, en sortant, si une personne est allongée dans la rue, en arrêt cardiaque, elle a 5% de chances de survie. Moi, je ne sais rien faire. Tu sais faire, toi ? Écoute, j'ai fait une formation de secouriste il y a quelques temps. Mais j'ai honte. C'est vrai qu'on oublie très vite. On est seulement 20% en France à savoir réagir, à avoir été formé. Voilà, chez nos voisins européens, c'est 80% de la population qui sait faire. Donc nous, on a créé d'un seul geste pour aider chaque Français à pouvoir apprendre ces gestes de façon plus rapide et plus efficace. Donc on a créé un dispositif technologique révolutionnaire qui utilise la réalité virtuelle pour pouvoir apprendre en immersion et s'entraîner à faire ces gestes et se sentir mieux préparé à passer à l'action pour le jour où on devra le faire. Alors il y a quand même pas mal de formations maintenant, il faut le dire, dans les entreprises, dans les écoles, etc., avec des mannequins notamment, mais qu'est-ce que ça apporte de plus, la réalité virtuelle ? Alors vous avez raison de parler des formations en entreprise, c'est le secteur qu'on a choisi pour démarrer notre activité commerciale. Ça change tout d'utiliser la réalité virtuelle pour les formations dans lesquelles on doit apprendre des gestes. En fait, on va vivre une vraie aventure, on va être immergé dans l'apprentissage, donc on n'est plus dans le temps présent, on embarque les apprenants, on trompe leur cerveau, on va leur faire vivre des sensations, des émotions. Et c'est ça qui est génial, c'est que grâce à ces ressentis, on va atteindre la mémoire émotionnelle. Et c'est la mémoire la plus durable. Et c'est pour ça qu'on utilise de plus en plus, à la demande des entreprises, la réalité virtuelle pour ce type de formation. Concrètement, donc vous allez dans une entreprise, il y aura un groupe de personnes qui vont chausser un masque et vont vivre une expérience durant laquelle ils vont devoir sauver quelqu'un, c'est ça ? Alors, on ne l'a pas dit, mais grâce à la réalité virtuelle et à ce dispositif d'un seul geste, on a des formations qui ne durent qu'1 heure. Et les apprenants ont le casque pendant 40 minutes et ensuite ils vont débriefer avec un formateur pendant 20 minutes. Pendant la séance avec le casque, on apprend à pratiquer tous les gestes et surtout on s'entraîne. Il y a énormément de pratiques et puis ça finit par un cas d'intervention où on doit agir sur une personne qui est en arrêt cardiaque. Donc il faut décider d'agir, s'approcher, comprendre ce qui se passe, appeler les secours bien sûr, pas oublier de les appeler, commencer à masquer
masser, utiliser un défibrillateur, se relayer au massage avec des témoins. C'est du temps réel, hein, c'est assez long, et ça s'arrête quand les pompiers arrivent, on les voit arriver. Voilà. Il y a des quiz tout au long du parcours, un score à la fin, c'est très gamifié, ça fait partie en fait de la pédagogie d'apprentissage. Tout le monde a un bon score, parce que comme ça on sort en se sentant capable de pouvoir refaire ces gestes. Et tout ça est, on va dire, labellisé, c'est-à-dire qu'en sortant de cette formation, j'aurai le même niveau de connaissance qu'une formation traditionnelle. Exactement. D'un seul geste, un agrément du ministère de l'Intérieur qui nous permet de faire ces formations en respectant un référentiel national et de délivrer pour le compte du ministère des attestations de formation à la sortie de la séance. Là, on voit bien que ça se passe avec un coach à côté. Est-ce que demain, je pourrais envisager de faire ça, d'apprendre à faire ça tout seul chez moi avec mon casque de réalité virtuelle? Oui, parce que c'est vrai que ça a du sens quand vous dites qu'il y a très peu de gens qui ont suivi cette formation. Est-ce qu'on pourrait imaginer la généraliser à beaucoup plus de monde? Et évidemment, c'est notre objectif. On a vraiment envie que chaque Français puisse trouver notre formation à côté de chez lui, ou pourquoi pas chez lui. On parle beaucoup de métaverse en ce moment. Ben, on peut très bien imaginer que cette formation puisse être réalisée aussi dans le métaverse, que quand l'équipement en casque sera plus avancé dans les foyers, on pousse aussi cette formation dans les kiosques pour que les gens puissent s'entraîner chez eux, évidemment. Très bien. Et alors, donc, pour l'instant, c'est du B2B, on va dire, hein, c'est en entreprise. Ça coûte plus cher pour une entreprise de faire appel à vos services? Alors, en prix d'achat de formation, en prix facial, c'est le même prix qu'une formation classique. Par contre, les formations classiques durent 1 à 2 journées. Donc, il va falloir bloquer les salariés pendant 1 à 2 journées. Ils ne vont pas être à leur poste de travail. Et donc, quand on regarde le salaire chargé et le coût de la désorganisation, la formation en réalité virtuelle, comme elle ne dure qu'1 heure, va être beaucoup plus intéressante pour l'entreprise. Oui, il y a un gain de temps avec ce système-là. C'est des casques Vive que vous utilisez? Exactement. Ce sont des casques de la marque Vive, des casques autonomes qui sont très légers. Il n'y a pas besoin de les relier ni à un réseau via Wi-Fi, ni à un ordinateur. En fait, on est totalement libre de ces mouvements. Les gens peuvent circuler dans la pièce. Voilà. Ça s'appelle D'un seul geste. Merci beaucoup, Emmanuel Bourset. Merci. Vous en êtes le directeur général. Et c'est avec cette application très utile, Jérôme, que se termine ce 01 Hebdo. Exactement, on était ravis de passer ce moment avec vous, comme chaque semaine, et je crois qu'on reviendra prochainement. Hein, c'est probable. C'est pas que tu crois, c'est que c'est certain. Bien évidemment, on est là toute la semaine et on vous réserve plein de surprises qu'on va vous annoncer très très vite. Merci en tous les cas de nous suivre et à très bientôt.